Et oui, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, le soir du dimanche 9 juin, eh bien l'inquiétude gagne les épargnants. Bonjour Marie-Christine. Bonjour David. Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des Échos. C'est vrai ça que les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers financiers, les banquiers privés, whatever, ont été quand même pas mal sollicités depuis maintenant 15 jours. Chez les épargnants, c'est quand même un petit peu la panique, hein. Il y a beaucoup de coups de fil. Nous, on a appelé effectivement les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers privés. On peut dire que globalement, leurs clients sont très inquiets. Ils leur posent des questions. Est-ce qu'il faut sortir massivement de la bourse? Est-ce que mon contrat d'assurance vie est en risque? Est-ce qu'il faut acheter de l'or? Enfin, c'est quand même un petit peu la panique à bord. Donc globalement, que répondent ces banquiers privés, ces conseillers en gestion de patrimoine? Bon, ils essaient de calmer le jeu parce que de toute façon, les décisions précipitées sont très rarement de bonnes décisions. La gestion de patrimoine, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Donc en général, les décisions précipitées, ça se traduit par des pertes sèches pour les épargnants, ne serait-ce qu'en bourse, hein. On voit les ravages de la finance comportementale. Quand la bourse baisse, tout le monde vend. Quand la bourse monte, tout le monde achète. Conclusion, l'investisseur, il fait toujours ses transactions au pire moment. Donc, il faut rester un petit peu calme, même si effectivement, bah, les propositions qui sont faites de part et d'autre, notamment par le RN et surtout par le nouveau Front populaire, sont effectivement particulièrement inquiétantes pour les épargnants. Donc, ce qui intéresse, c'est l'impact sur les placements. Je vous écoutais sur, il y a plein de sujets, la possible disparition de la flat tax, et le retour de l'ISF aussi, qui pourrait en inquiéter de certains. C'est tout ça qui inquiète, hein. Alors tout ça est très inquiétant. Alors pour ce qui est du retour de l'ISF, les programmes sont différents. Pour ce qui concerne le Rassemblement national, il s'agirait de recentrer l'impôt sur la fortune non plus sur l'immobilier, mais sur la fortune financière. Alors ceux qui ont un patrimoine immobilier important, attention, ne vous réjouissez pas trop vite, parce que cette exonération serait centrée sur la résidence principale. Et il n'est pas exclu d'ailleurs que cette exonération de résidence principale soit plafonnée. Parce que c'est pas la même chose si vous avez une résidence principale qui vaut 300 000 euros et si vous avez une résidence principale qui vaut 3 millions d'euros. Donc il est fort possible qu'il y ait quand même des ajustements. Donc ça, c'est le programme du Rassemblement national. Alors effectivement, s'il y a quand même une exonération de la résidence principale, certains professionnels de l'immobilier disent que c'est quand même un signal positif, entre guillemets, pour l'immobilier, mais ce qu'on va gagner d'un côté, de toute façon, on va le perdre de l'autre, puisque la fortune financière qui en ce moment est exonérée ne le serait plus. Et on sait bien que les Français ont beaucoup d'argent placé notamment sur l'assurance vie. Et alors sur l'assurance vie, il y a aussi également beaucoup d'inquiétudes parce qu'il y a certaines personnes qui se disent ah mais l'assurance vie est peut-être soumise à un risque systémique. On a vu une grosse tension, hein, même si ça s'est calmé cette semaine, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le rendement de l'OAT 10 ans. On sait bien que quand il y a une grosse tension sur les taux longs, c'est très mauvais pour les comptes des compagnies d'assurance parce que les obligations, les masses d'obligations qu'elles ont acquis les années précédentes quand les taux étaient à zéro quasiment, bien elles sont en grosse moins-value dans leur portefeuille. Donc s'il y avait des retraits massifs de ces contrats, comment feraient ces compagnies pour redonner l'argent aux épargnants? Il n'est pas totalement exclu que dans ce cas, on soit obligé de mettre en œuvre la loi Sapin 2, c'est-à-dire le blocage du retrait sur les fonds des contrats d'assurance. Alors, on n'en est pas là du tout, hein. En plus, là, quand même, les rendements de la T10 ans se sont calmés. On n'en est pas là du tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur des gens qui disent est-ce que, par exemple, il faut souscrire un contrat luxembourgeois? Alors, bon, Contrat d'assurance vie luxembourgeois. Et alors, pourquoi l'assurance pas? vie luxembourgeoise, oui, parce elle n'est pas elle n'est pas soumise à la loi Sapin 2. Enfin, c'est plus une assurance psychologique qu'autre chose, parce s'il y a vraiment un bouleversement systémique, on peut gager aussi que, ben, déjà, les filiales des compagnies françaises ne seraient pas totalement à l'abri et qu'il y aurait vraiment un bouleversement en Europe, mais on n'en est pas là du tout. Alors, c'est vrai que les contrats d'assurance vie luxembourgeois ont certains verrous qui n'existent pas dans l'assurance vie française, mais l'assurance vie française n'est pas en risque au moment T où je vous parle. Est-ce que certains épargnants ont demandé à leur conseiller en gestion de patrimoine s'il était opportun ou pas d'accélérer les donations?
si leur vie Alors sociale ça, était amenée à oui, bouger. absolument. Et ça, s'il y a une chose à faire, effectivement, c'est pour déjà se protéger d'un éventuel retour de l'ISF. C'est une très bonne façon de faire des donations à ses enfants, des donations à ses petits-enfants, en profitant d'ailleurs des abattements qui existent actuellement, parce que vont-ils perdurer après les élections, on n'en sait rien. Appeler son conseiller en gestion de patrimoine, appeler son notaire et mettre en place des donations partage de façon à s'alléger s'il y avait un éventuel retour de l'ISF. Ça peut être une très bonne façon aujourd'hui de se protéger, mais bien sûr en faisant les choses dans le calme, de façon raisonnée. Il ne faut pas non plus se dépouiller Mm. totalement de ses avoirs, donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Et puis il y a d'autres décisions qui peuvent être prises en revanche dans la précipitation et qui ne seront pas forcément utiles. Par exemple, s'il y a une disparition de la flat tax, je pense que ça ne servira à rien de se précipiter pour distribuer d'ores et déjà des dividendes, parce qu'il y aurait, en cas du vote d'une nouvelle loi de finances qu'on appelle une petite rétroactivité fiscale, donc si vous avez si vous avez touché vos dividendes aujourd'hui en 2024, vous serez imposé en 2025 sur ce que vous avez touché en 2024. Et même si vous avez appliqué la flat tax, la flat tax, elle n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que cet impôt n'est pas définitif. Donc, vous pourriez très bien avoir un supplément d'impôt à payer au cas où il y a une suppression de cette flat tax. Donc, se précipiter pour distribuer aujourd'hui des dividendes, c'est une stratégie qui, à mon sens, est inutile. Pour conclure, Marie-Christine, il y a des mesures, encore une fois, notamment au Rassemblement national ou au Nouveau Front populaire, ou même dans la majorité présidentielle, des mesures qui pourraient faire mal au patrimoine des épargnants. Je ne parle pas des milliardaires, encore une fois là, mais de ceux qui ont un peu de patrimoine. Il y a une mesure dont on n'a pas parlé, alors c'est le patrimoine et revenus, mais les revenus d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain. Ça serait le rétablissement d'un barème de l'impôt sur le revenu à 14 tranches. Donc c'est ce qui existait en Défendu fait. par le Nouveau Front populaire. Ouais, c'est ce qui existait par le passé. Alors, j'ai regardé, en fait, ça montait très très haut. C'est 68% si mes souvenirs sont bons. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les prélèvements sociaux. Parce que là, effectivement, on a une tranche marginale d'imposition plus basse, qui est à 45%, à laquelle, sur les produits d'épargne, s'ajoute 17,2% de CSG. Mais si on est à 68% plus 17,2% de CSG, là, on atteint des taux qui sont confiscatoires. Alors, à voir si ces taux restent constitutionnels, hein, parce que ça serait vraiment un impôt excessivement élevé par rapport à ce que peuvent toucher les épargnants. Enfin, encore une fois, on n'en est pas là. Le pire n'est pas toujours Mm. certain. Mais il y a Et quand même des raisons, il y a quand même des raisons d'être inquiet pour son il y a des raisons patrimoine. d'être inquiet, effectivement. Il y a des raisons d'être inquiet et il y a des choses sur lesquelles il est valable de mettre des stratégies en place, comme par exemple de faire aujourd'hui des donations. Ça me paraît tout à fait pertinent. Merci beaucoup. Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine aux Échos. Merci à vous et bon week-end. Je vous en prie.